Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et nous allons regarder ensemble le nouveau livre d'armée, le Battle Tom, pour les Luminettes Rimlord, qui est en précommande depuis ce week-end et qui va sortir d'ici 2 semaines. Nous avons eu le plaisir de voir que l'éditeur nous sortait une combinaison de deux Battle Tom, donc les Luminettes et les Disciple of Tinch. Quel est le travail effectué, quelle est la qualité de ces dernières. A priori, l'éditeur a bien travaillé, il nous propose une version nouvelle, renouvelée, de règles de ces deux armées, et une version, on va dire, de qualité. Donc c'est très satisfaisant à ce niveau-là, car dernièrement, nous avons pu avoir certains livres d'armée qui étaient un peu en dessous. On va dire que depuis l'effet que le travail va de mieux en mieux sur comment ça s'appelle, Magafkin of Nurgle, qui ne s'appelle plus Magafkin of Nurgle, le travail était conséquent, était bien, et donc est-ce qu'on va aujourd'hui dans le même sens? La réponse est oui. Vous allez voir, Luminate Rimlord est un livre d'armée qui, à l'instar de souvent tous les livres d'armée de Luminate Rimlord, est un livre d'armée exceptionnel. Games adore les luminettes, ils ont toujours beaucoup de règles, des très bonnes règles qui sont souvent nerfs au fur et à mesure des mois qui passent pour les remettre dans le rang. Et aujourd'hui, ceci va dans le même sens. Vous allez voir beaucoup de cadeaux. J'espère en tout cas que ce travail qui est fait sur ce livre d'armée va être de la même qualité pour les autres livres d'armée. Nous avons encore pas mal d'armées qui attendent leur livre, qui peuvent être un peu à la ramasse. Cependant, j'ai le sentiment qu'à partir d'aujourd'hui, le power creep semble commencer. Nous savons que Games a ce pattern sur la V3. Quand était arrivé, on va dire, les livres d'armée, c'était quoi? On a vu 5 livres d'armée en même temps. Il y a eu Doc, Night Taunt, je sais plus quoi. D'un seul coup, ça avait explosé. Et là, on a le sentiment qu'on rentre dans cette mécanique-là. Donc, il est un petit peu dommage, je vais dire, pour les livres d'armée précédents qui peuvent, je pense, manquer de bras vis-à-vis des nouveautés apportées avec les luminettes et les Disciple of Tinch. Cependant, j'espère que nous aurons une version alternative des profils de Scourge pour pouvoir redonner un peu de puissance aux autres armées. Maintenant que ceci est fait, nous allons plonger dans les règles des luminettes Rimlord. Donc luminettes, vous allez avoir maintenant qu'une seule règle d'armée qui sont ces runes. Vous allez avoir la possibilité, once par battle army, start of the battle round, donc au début de chaque round de bataille, vous savez qu'il y a 5 rounds de bataille pour le moment, peut-être qu'il y en aura plus un jour à l'avenir, en tout cas on joue sur 5 rounds, d'inscrire une rune sur votre tableau de runes. Donc là, soit il va falloir vous démerder à récupérer dans la dernière page de livre la photocopier, il y a un système mis en place, sinon d'utiliser des tokens, je ne sais pas. En tout cas, il va vouloir demander un peu d'hygiène pour pouvoir être propre à la table et que votre adversaire comprenne bien ce que vous faites. Donc vous allez avoir ces 3, 4, 5 runes. Chacune de ces runes, une fois qu'elle est imprimée, on va dire, sur votre tableau, ce que vous voulez, vous allez débloquer des bonus pour le tour en cours pour des unités. Globalement, c'est 2 unités à chaque fois qui vont bénéficier d'un bonus sous certaines conditions. Et vous allez avoir la possibilité de gagner des bonus secondaires. Donc ça peut paraître un peu étrange, la manière dont je vous annonce ça, mais globalement, vous allez voir, c'est assez simple. Une fois qu'on a compris la mécanique du système des runes. L'avantage des runes, c'est que ça se fait en début de battle round, donc globalement, que vous ayez l'init ou pas, vous allez toujours pouvoir développer votre jeu. Vous avez globalement les meilleurs effets possibles du jeu qui sont sur ces runes-là, et en combinant les runes, vous allez pouvoir démultiplier certains effets ou augmenter l'occurrence de ces dernières. Les runes répondent aussi à tous les styles de jeu. Donc globalement, si vous êtes un joueur, on va dire, avec un peu d'expérience, vous allez pouvoir tracer un chemin, un playline, comme on dit les Anglais, pour pouvoir optimiser vos effets. Si vous êtes un joueur plus débutant, jouer Luminette n'est pas gênant, car vous allez juste en fait empiler la même rune plusieurs fois pour pouvoir débloquer des effets de plus en plus conséquents. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir regarder ces runes. Vous avez donc, on va dire, 4 runes principales qui sont la force, la montagne, la rivière et le vent, qui représentent les temples de la guerre, de la montagne, de la rivière et du vent. Et vous avez une dernière rune qui est la rune du zénith, qui elle a un effet, on va dire, un peu plus passe-partout, mais qui est démultiplié quand vous avez une certaine condition. Comme je vous disais, toutes les runes ont un effet standard et une condition.
Nous allons regarder un peu ce que fait chacune des runes pour pouvoir mieux comprendre, entre guillemets, le gameplay des lunettes, ce qui va nous attendre sur table. Donc, imaginons nous sommes tour 1 et j'inscris la rune de force. Qu'est-ce qui se passe? On me dit que je vais pouvoir choisir 2 unités luminettes Rimlord pour chaque instance de cette rune. Donc, imaginons que nous sommes tour 1, j'imprime ma rune de force, je vais pouvoir choisir 2 unités qui vont être buffées. Si nous sommes tour 2 et que je souhaite réimprimer une deuxième fois la rune de force, je vais pouvoir choisir 4 unités. Cette mécanique-là s'applique sur toutes les runes. Donc, si vous choisissez de démultiplier une rune pour pouvoir avoir le plus d'unités possible éligibles à un buff, vous allez juste copier-coller votre rune. Cependant, vous allez voir que certaines runes apportent des bonus supplémentaires quand elles sont croisées. Est-ce qu'on a besoin de croiser les 5 runes entre elles? Je ne pense pas, à moins que vous ayez un gameplay qui est très, comment dire, qui est composé de plein d'unités, mais souvent dans Warhammer, nous aimons tourner notre armée autour, on va dire, d'un tronc central avec quelques branches et pas un buisson. Donc, reprenons maintenant l'usage de ces runes. Les runes, quand vous les imprimez, elles sont valables pendant tout le battle round, d'accord? Donc votre tour à vous et le tour de l'adversaire. Au tour d'après, vous allez choisir une deuxième rune qui va soit amplifier la première, soit ajouter un bonus supplémentaire. Mais globalement, vous allez tout le temps devoir choisir 2 unités qui sont buff, d'accord? Parce que la rune s'applique à un effet passif et un effet actif. Donc là, nous sommes tour 1, nous imprimons la rune de force. Donc la rune de force nous dit de choisir 2 unités Rimlord pour chaque instance de cette rune, donc pour le moment, nous n'en avons qu'une seule. Qu'est-ce qui se passe? Les unités sélectionnées vont avoir plus un course et plus un charge. Donc globalement, c'est un bonus qui est bon. Améliorer vos charges, améliorer votre course. Luminette n'a jamais manqué de mobilité et ne manquera pas encore avec cette BT-là. Mais ça reste un très bon bonus. Si jamais vous êtes tour 2 et que vous réimprimez cette rune, vous allez pouvoir choisir du coup 2 unités Rimlord par instance, donc 4 unités qui ont plus un course, plus un charge. La rune de force, très simple à comprendre. Maintenant, on vous dit que si jamais, au moment où vous imprimez donc la rune de force, si vous aviez déjà la rune de la rivière ou la rune du vent qui était imprimée, vous allez gagner un bonus différent. Donc si jamais la rune de la rivière était imprimée, les 2 unités que vous allez choisir vont avoir plus 1 au jet de blessure pour les combats d'attaque. Donc combat d'attaque, c'est les mêlées. Et si jamais vous avez la rune du vent, vous allez pouvoir, du coup, sur les 2 unités que vous avez sélectionnées, gagner shoot and charge et retreat. Donc vous allez pouvoir faire votre action de retreat et quand même tirer et ou charger. Donc on commence à comprendre cette mécanique qui peut être un peu complexe, mais finalement qui ne l'est pas, de bonus en addition. Donc si je suis tour 1 et que j'imprime ma rune de force, 2 unités auront plus un course, plus un charge. Si au tour 2, je réimprime du coup ma rune de force une deuxième fois, 4 unités qui auront plus un course, plus un charge. Cependant, si je veux avoir le plus un bless pour les armes de corps à corps, il va falloir qu'au tour 1, j'imprime ma rune de rivière. Donc 2 unités bénéficieront du bonus de la rivière. Et au tour 2, j'imprime du coup ma rune de force pour que mes 2 unités que je vais choisir auront plus un course, plus un charge et plus un bless. Et donc à ce moment-là, faire le choix d'unités qui vont pouvoir encore mieux combattre. Maintenant, passons au round 3. Si au round 3, je choisis de réimprimer encore ma rune de force, donc j'ai fait, comment ça s'appelle j'ai fait rivière, force, force, et ben au tour 3, j'aurai 4 unités qui auront plus un course, plus un charge et plus un bless. Donc on commence à comprendre, ainsi de suite, le mécanisme souhaité par l'éditeur de pouvoir bénéficier de bonus pour votre armée. Donc il va être important de comprendre quelles sont les forces de votre armée, ce que vous avez construit sur votre liste, quelles sont les forces de l'armée adverse, pour aller chercher les bonus au bon moment. Imaginons que je veux combattre au tour 2 et au tour 3, donc je vais monter plus un bless, je vais donc mettre ma rune de la rivière tour 1, bénéficier de 2 unités buffées, au tour 2, rune de force, 2 unités buffées en plus un course, plus un charge, plus un bless, et au tour 3, 4 unités, parce que j'aurai 2 occurrences de force, plus un course, plus un charge, et plus un bless. Cependant, si mon adversaire a un fer de lance et qu'il m'a déjà attaqué T1, et que je me fais table rase, bah, globalement, la rune de la rivière n'était peut-être pas la bonne occurrence T1. Cependant, nous ne connaissons pas encore les règles de la rune de la rivière, donc nous allons découvrir ça par la suite. Donc on comprend que la rune de force, plus un course, plus un charge, plus un bless si on a la rune de la rivière, et course et tir ou course et charge, j'ai retreat and charge et retreat and tir, si jamais vous avez la rune du vent. Donc on comprend que déjà
le vent va sûrement nous apporter beaucoup de mobilité. Ce sont des occurrences qui sont très intéressantes parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple une tactique de bataille qui vous demande de faire retreat and charge avec des unités. Globalement, vous allez pouvoir optimiser ces dernières grâce à ces runes-là. À l'avenir, d'autres tactiques de bataille seront demandées. Et en fait, cette flexibilité que les luminettes vont avoir par rapport à leur manière de jouer est vraiment, je trouve, très gratifiant pour les joueurs. Attention, il est possible que des joueurs prennent beaucoup de temps à réfléchir. Du coup, si vous faites des parties cloquées, vous risquez de vous retrouver un peu bloqué par le temps. Et peut-être même en amical, ça peut avoir des parties qui peuvent durer trop longtemps ou faire beaucoup de rollback parce que vous liez un effet que vous avez oublié au moment où... Bon. Voilà, en tout cas, de l'hygiène, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons regarder du coup la deuxième rune, donc la rune de la montagne. On vous demande de choisir 2 unités Rimlord par instance de cette rune. Donc ça, cette mécanique, elle sera toujours la même, 2 unités par instance. Qu'est-ce que vous gagnez ce tour-ci? Eh bien, vous allez gagner une ward à 5. Donc globalement, ward à 5, on sait que c'est une très bonne règle. Beaucoup d'armées ont du mal, des conditions pour l'avoir. Là, c'est gratuit, 2 unités. Si au tour 2, vous réimprimez cette rune, vous allez avoir 4 unités, au tour 3, 6, et ainsi de suite. Donc il peut être pertinent pour un joueur débutant de juste vouloir des runes défensives, de copier-coller cette dernière. En tout cas, elle semble déjà très forte. Ne vous inquiétez pas, vous avez conservé le sort en bulle qui permet de donner une ward à 5, donc peut-être que la rune de la montagne, si vous n'avez pas de bon sorcier, sera imprimée souvent. Si vous avez déjà un sorcier, peut-être que vous en passerez. En tout cas, qu'est-ce que nous dit le reste de l'effet? Si jamais la rune de la force était déjà inscrite sur votre tableau, chaque unité sélectionnée va gagner la règle anti-charge Reine plus 1. Donc globalement, si vous savez que vous allez vous faire charger au tour 2, vous pouvez mettre rune de force T1, vous ne bénéficierez peut-être pas du plus 1 charge, mais au moins le plus 1 course pour pouvoir positionner vos unités. Tour 2, 2 unités qui ont la ward à 5, et en plus, anti-charge Reine plus 1. Donc vous allez pouvoir augmenter virtuellement votre Reine. Globalement, on comprend que cette rune de la montagne est destinée aux unités de la montagne. Pourquoi? Parce qu'elles ont Reine moins 1 de base, donc vous allez pouvoir aller chercher une Reine moins 2 très facilement. Deuxième occurrence de règle, si jamais c'était la rune de la rivière qui était inscrite sur votre tableau noir, vous allez soustraire 1 au jet de blessure pour les attaques faites par les unités ennemies quand vous êtes en combat avec cette dernière. Donc les 2 unités que vous allez choisir, en plus d'avoir une ward à 5, peuvent, si vous aviez la rune de la rivière, mettre moins 1 bless. Donc c'est très intéressant que vous commencez à comprendre déjà les lignes de play qui se mettent en place. Si vous jouez contre une armée qui blesse à 3, peut-être vaut mieux aller chercher le moins 1 bless que le anti-charge N-1, à moins que vous ayez besoin d'une occurrence ou de l'autre. Voilà. Après, globalement, si vous êtes englué sur 2-3 tours, vous allez quand même pouvoir aller chercher, si vous avez votre rune de la rivière, ce moins 1 bless en permanence. Il vous suffit d'être engagé avec ces unités. Même si par exemple vous mettez cette rune sur Teclis, il y a un gros socle, ou à Valinor, et que plusieurs unités sont engagées, toutes ces unités engagées avec cette dernière verront ce malus s'appliquer. Ensuite, nous avons du coup la rune de la rivière, donc celle qu'on a déjà discuté un peu avant. Donc pareil, 2 occurrences, 2 unités lunettes Rimlord par occurrence de la rune, qui vous dit que vous allez retirer 2 au jet de charge pour les ennemis qui sont à 12 pouces des unités ciblées. Donc globalement, si vous avez votre château comme ça, vous prenez 2 unités, on va appeler repoussoir à FEP, donc si votre adversaire tombe dans les 9, vous savez qu'il a une charge à 11 avant redéploiement, et si jamais c'est un fer de lance qui s'avance, vous soustrayez 2 au jet de charge, donc c'est un gros bonus. Gros bonus, pourquoi? Parce que tout à l'heure je vous disais oui, si jamais vous êtes contre une unité fer de lance, vous allez peut-être vous faire charger T1, et est-ce que la rune de la rivière est la rune la plus optimisée? En fait, on voit que oui. La rune de la rivière est une très bonne rune à appliquer T1 contre des armées qui ont soit de la FEP, soit qui ont une grosse cavalerie pour être un fer de lance. Cependant, vous ne choisirez que 2 unités, donc votre adversaire va pouvoir un peu pivoter autour, mais 2 unités qui ont une bulle de 12, ça vous fait quand même un gros delta de 24, ça devient vite emmerdant. Pour moi, je trouve que, comme je vous disais, ces runes sont toutes bonnes. Et en fait, vous avez accès à le panel complet du Wargamer, et peut-être, sous condition, c'est sûrement trop fort. Pourquoi? Parce que vous avez des armées qui ont besoin de charger et qui peuvent manquer un peu de mobilité ou qui n'ont pas de bonus en charge, et donc sous ces occurrences-là, dire à votre adversaire: de toute façon, tu vas avoir du mal à me charger, voire si jamais tu me charges, tu auras un moins 1 bless. On commence à comprendre tout cet empilage de règles qui, bien piloté, est extrêmement fort, et je pense, comme je vous parlais de
creep commence à se dessiner. Et là, ce n'est que les premières briques de l'armée, parce que vous allez voir que souvent Lumineth Rimlord brise les règles du jeu à son avantage, et il y a d'autres occurrences qui vont être dans ce sens-là. Donc reprenons. Rune de la rivière, vous avez compris, moins de charge quand vous êtes à 12 pouces des unités sélectionnées. Si jamais la rune de la montagne était déjà imprimée, vous allez ignorer les jets de touche et de bless qui viennent modifier vos facteurs d'attaque. Donc, globalement, si vous tombez sur une armée qui va avoir des moins un touche en bulle ou un sort qui vous cible, bah vous savez qu'avec cette occurrence, vous allez passer au travers. Donc, une fiabilisation de l'armée. On comprend hein, des plus un touche, des plus un bless, des plus un course, plus un charge, là, des fiabilisations à la touche, parce qu'on ne peut pas les dégraisser ni à la bless. Donc globalement, des règles qui sont toutes très très bonnes. Et la dernière, elle est exceptionnelle aussi, parce que si jamais vous appliquez la rune de la rivière et que la rune du vent était déjà inscrite, vous allez donner la possibilité à vos 2 unités, 4 unités si vous réitérez la rune de la rivière bien sûr, de bouger de 3 pouces. Ce mouvement de 3 pouces, donc ce peel-in, on va dire pour faire simple, vous permet de passer au travers des combat range, donc d'engager des unités, et vous avez la possibilité de finir en combat. Donc globalement, c'est ce qu'on appelle le Murderlust pour ceux qui jouaient en V3, cette capacité de pouvoir traverser les zones d'engagement, de bloquer des unités qui avaient besoin de se charger, de se déplacer, ou des archers que vous allez bloquer au dernier moment. Donc c'est une rune qui est exceptionnelle, on va pas se mentir. Bien maîtrisée, ça fait très très mal. Donc la rune de la rivière, même si le temple de la rivière ne contient qu'une seule unité, est extrêmement fort dans son écriture. Ensuite, nous allons regarder du coup la rune du vent, donc c'est toujours le même mécanisme. 2 unités Lumineth Rimlord, et qui vont recevoir donc le bonus suivant. Elle vous dit la rune du vent, moins un touche. Donc vous aviez anciennement, on va dire, la Shining Formation qui mettait moins un touche quand vous étiez en Shining Formation pour la V3. Là, c'était un temple qui vous permettait de faire ça avec le document qui était avant. Là, maintenant, c'est encore plus flexible. Vous choisissez 2 unités, moins un touche quand vous êtes engagé avec elles. Donc, vous pouvez donner ça à n'importe quel héros, à Valénor, vous pouvez donner ça à Teclis, à une unité de lancier, de cavalerie. Vous savez que si vous allez passer une phase de combat complète, vous êtes contre de la destru, bah voilà, viens te battre contre moi, tu vas toucher nativement à 5. En plus de ça, si vous êtes tour 1 et vous la réécrivez tour 2, vous aurez 4 unités en moins un touche, et ainsi de suite, ainsi de suite. Généralement, vous commencez à comprendre que la première rune que vous allez appliquer n'a pas un effet immédiat, mais va décupler les effets des autres runes. Donc la première rune, on va dire, elle sert un peu à rien. Par contre, à partir du tour 2 ou tour 3, vous allez soit activer une deuxième rune, soit dupliquer la rune pour pouvoir amplifier son effet. Comme je vous disais, je ne pense pas qu'on va aller appliquer les 5 effets, car vous n'avez pas besoin de tous les effets tout le temps, mais en tout cas, vous avez cette solution en permanence qui est très forte. Là, moins un touche sur 2, voire 4, voire 6 unités à partir du tour 3, ça fait vraiment mal. Si jamais vous avez la rune de la force qui était activée au moment où vous activez donc la rune du vent, vous allez donner 4 de mouvements supplémentaires à l'unité. Pareil, imaginons que vous souhaitiez porter le combat à votre adversaire. Tour 1, vous faites rune de force. Imaginons que vous êtes deuxième à jouer. D'accord, votre adversaire, vous avez moins de pauses, vous laissez commencer votre adversaire, il se positionne un peu de manière étrange, il laisse des trous, vous aviez appliqué du coup votre rune de force, que vous jouez en deuxième, vous faites plus un course, plus un charge, du coup vous faites courir vos unités, au tour 2, c'est vous qui avez l'initiative, vous pétez votre rune du vent, et du coup là vous allez impacter l'unité adverse avec un moins un touche, et en plus de ça, 4 de mouvements supplémentaires, donc la possibilité d'aller où vous souhaitez avant la charge. Vous vous rendez compte que les unités elfes qui bougent généralement de 6 vont, avec cette rune-là, ce combo-là, gagner 4 de mouvement, du coup passer à 10. 10, c'est une cavalerie. Donc une armée extrêmement mobile. Et Lumineth n'a jamais manqué de mobilité. Et aujourd'hui, il n'en manquera toujours pas. Et si jamais vous aviez la rune de la montagne qui était inscrite avant, vous avez gagné 5 dossés pour les unités. 5 dossés, c'est l'OC d'un monstre. Donc si jamais vous affrontez des armées qui se battent à l'OC, ça peut être un petit effet. Je ne pense pas que ça soit l'effet le plus souvent recherché, mais en tout cas, c'est, on va dire, comme on disait sur Stormcast, et ça ne tient jamais la route, mais oui, les Stormcast ont accès à plein de règles différentes, du coup, ils peuvent jouer toute la saison entière si les règles changent. Globalement, les règles sont souvent éclatées au sol. Là, c'est pas le cas, vous avez que des bonnes règles.
Et du coup, la dernière rune est assez intéressante, c'est celle du Zénith. Elle va vous dire d'ajouter 2 au jet de sort pour les unités lunettes Rimlord. Donc là, il n'y a pas de condition de choisir 2 sorciers. Donc imaginons vous êtes tour 1 et vous avez absolument besoin de votre magie et que vous n'allez pas spécialement empiler les runes plus tard, vous pouvez commencer avec la rune du Zénith, plus 2 castes. Plus de castes, aujourd'hui, c'est les dieux qui ont plus de castes, d'accord? Donc là, vous allez tout simplement, avec une rune de mort, pouvoir booster vos sorciers. On sait que Luminette est une armée de magie, et là, vous allez fiabiliser la magie. Et vous allez voir que si cela ne suffisait pas, vous avez en plus une ribambelle de runes, je veux dire de règles, qui vont pouvoir vous fiabiliser la magie. Alors, ok, vous gagnez juste plus de castes, et vous n'avez pas accès à d'autres effets qui se coulent, mais ça reste quand même une rune très très forte. La rune Zénith a aussi un effet bonus qui vous dit que si vous avez 4 ou plus runes uniques inscrites sur votre tableau blanc, vous allez ajouter 4 de mouvement à toutes vos unités Luminate Rimlord, ainsi que le critical sur du 5+. D'accord? Ce qui veut dire que on parle de runes uniques. Donc si jamais vous faites tour 1, tour 2, tour 3, vous copiez la même, force, 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 et qu'au tour 4, vous appliquez la Zénith, vous n'aurez pas la rune du crit 5+, d'accord? Donc si vous voulez avoir la rune du crit 5+, le plus tôt possible, il faut que vous fassiez par exemple force, montagne, rivière, et au tour 4, la rune du zénith. La rune du zénith est une rune à part entière, d'accord? On vous dit si vous avez 4 ou plus runes uniques. Donc vous pouvez aller chercher au tour 4 globalement ce bonus qui est quand même 4 de move sur toute l'armée et crit 5 hits. Je trouve ça très intéressant et très intelligent de l'avoir mis sous condition cette rune là parce qu'on sait que les crit 5 hits avant étaient automatiques, c'est une unité qui l'avait, ça démultipliait les dégâts de cette dernière. Aujourd'hui, vous allez l'avoir sur toute l'armée, donc c'est un bonus conséquent, mais vous ne pourrez l'avoir qu'à partir du tour 4. Donc globalement, comment dire, globalement, c'est une rune qui est assez équilibrée, d'accord? Attention cependant, quand ça c'est le bonus additionnel. Donc imaginons tour 1, vous allez chercher la rune of Zenith, tour 2, force, tour 3, montagne, tour 4, river par exemple. Vous aurez quand même le crit hit, c'est dès que vous avez 4 runes différentes, d'accord? Uniques. Nous allons voir plus tard, quand vous allez voir plus tard dans le livre, vous avez des unités qui vont vous permettre d'être considéré comme ayant une rune supplémentaire. Je pense que le fait d'être considéré comme ayant une rune supplémentaire ne s'applique pas à cette condition-là. À voir comment l'éditeur va traiter ça, je pense, avec une question-réponse, une fac. Donc voilà, là nous avons vu les 5 runes, nous comprenons maintenant la capacité qu'a l'armée à s'adapter à toutes les situations, la difficulté que aussi l'armée peut proposer à des joueurs nouveaux de bien comprendre l'importance des bonus que vous allez chercher, mais globalement vous avez compris que vous pouvez très facilement dupliquer certains bonus qui vous semblent très forts si vous souhaitez les conserver. Imaginons, je souhaite avoir tout simplement le plus un bless sur toute mon armée, et bien premier tour, rune de la rivière, rune de la rivière qui retire 2 de charge en bulle, je suis protégé avec mon armée montagne. Tour 2, force. Tour 3, force. Donc j'ai 4 unités qui ont plus un course, plus un charge, plus un bless. Tour 5 et ainsi de suite, voilà, 6 et 8. Donc une très très bonne, je trouve une de très bonnes règles, on va pas se mentir. Bien écrite, aujourd'hui je me dis pas, waouh, ils ont écrit ça avec les fesses, c'est trop lent, ça fonctionnera pas, c'est pas au niveau de corne, d'accord? Ça semble très très pertinent, la toolbox est exceptionnelle. Et j'imagine, hein, comme tout le temps Luminette, ça va être au sommet de la méta, et ça va se prendre des nerfs, et ça se prend des nerfs, et ça se prend des nerfs. Donc on va voir ce que ça va donner. Nous allons maintenant regarder le Shrine. Donc le Shrine, élément de décor des Luminettes. Vous avez 12 PV save à 3. Donc 12 PV save à 3, c'est un gros body. Hein. C'est vraiment difficile à sortir. Avec le cover et l'implaçable. Donc vous avez toujours cette règle de la garnison où en phase de héros, vous allez pouvoir faire monter une unité Luminette, Rimlord, Infanterie, Héros dans le Shrine. Quand il est dans le Shrine, il est buffé. Quand vous êtes sous cette condition, vous allez pouvoir simplement utiliser le mouvement du Shrine, qui est un mouvement de 6, et
Donc vous allez tout simplement pouvoir bouger, vous n'allez pas pouvoir courir, vous n'allez pas pouvoir charger, vous êtes dans le shrine et le shrine se déplace de manière standard. Vous ne pouvez pas finir un mouvement dans les 3 pouces d'une unité. Vous allez pouvoir mesurer par contre la visibilité pour lancer vos sorts et vos capacités à partir du shrine. Donc globalement, vous allez gagner un gros socle. C'est juste dommage que ce dernier n'ait pas un socle définitif parce que on va se faire chier à faire des mesures à partir des branches d'arbres, ces trucs-là. Et toutes les attaques qui doivent cibler le héros dedans doivent d'abord cibler le décor. Donc en fait, vous se donnez un chausson, un peu comme un 40K, un véhicule qui bouge de 6. Donc globalement, c'est la vitesse d'un héros piéton à pied. Par contre, vous gagnez 12 PV en save à 3. Donc vous allez pouvoir mettre votre sorcier dedans, qui va pouvoir faire tous ces trucs de luminette, lancer ses sorts, buffer l'armée, augmenter la taille de ses capacités, la portée de ses capacités, la qualité de ses bulles. C'est globalement très bien. Si jamais le shrine est détruit, vous faites des 3 blessures mortelles, et si jamais le héros ne peut pas être posé parce que vous êtes encerclé, il est considéré comme mort. Classique standard. Maintenant, qu'est-ce que nous fait le shrine en plus d'apporter 12 PV en save à 3, on va dire, au conducteur? Il va vous permettre à chaque fois que vous avez. Alors, c'est once par turn, donc c'est une seule fois, mais quand vous allez lancer un sort avec une unité Luminette Rimlord entièrement à 12 de ce dernier, vous allez pouvoir relancer votre lancement de sort. Donc une fiabilisation gratuite, juste en mettant un mec dedans, pour n'importe quel sorcier Luminette Rimlord. Donc vous savez déjà, vous êtes bon à la magie, et en plus vous avez une relance, donc globalement, je ne vois pas pourquoi vous joueriez sans votre shrine. Un très bon élément de décor. Alors ok, on peut le charger, blablabla, cependant quand il y a quelqu'un dedans, ça reste un peu sur la faible. Ça vous donne 12 PV en save à 3, c'est globalement un super véhicule. On est très content d'avoir cet élément de décor. Ensuite, nous avons accès du coup à 4 sous-factions, comme toutes les autres armées. N'oubliez pas que vous avez accès aux 2 supplémentaires de Scourge, tant que Scourge est éligible. Les 4 sous-factions, globalement, comparé à beaucoup d'armées, le travail est très bien fait, c'est 4 super sous-factions. La première, c'est un passif. Elle vous dit que quand vous allez activer vos unités Luminette Rimlord, vous les activerez 2 par 2. Bon, bah, c'est ce qu'avait déjà Luminette Rimlord, donc c'est très très bon. Avant, c'était toujours tout le temps. Maintenant, ça vous demande une sous-faction. Mais globalement, ça reste une règle exceptionnelle parce que vous cassez une fois de plus l'alternance de une unité par une unité. Vous brisez le jeu avec 2 unités. Donc, une très très bonne sous-faction qui, globalement, va vous demander de réfléchir à la manière dont vous allez build vos listes d'armées. Si vous en avez besoin, parce que vous combattez beaucoup, vous la prendrez. Sinon, vous irez chercher les autres. Mais, comme je vous dis, les 4 sont très bonnes. La deuxième vous dit One Spartan Army Any Hero Phase. Donc, à n'importe quelle phase de héros, vous allez pouvoir choisir une unité Rimlord monstre. Donc, globalement, les gros héros, Teclis, Avalenor, ou la montagne générique, ou Sévirette, ou l'esprit du vent, et vous allez donner une bulle à 12. Toutes les unités Luminette Rimlord entièrement à 12 de cette dernière vont negate, retirer le premier point de dégâts subi. Ça peut paraître anodin, honnêtement, testez ce genre de règle, vous verrez le nombre de dégâts que vous allez retirer par tour de jeu. Nous avons dans la version actuellement d'AOS V4 beaucoup d'occurrences de 2 plus D3 du Schnapps. Et du coup, ce qui fait que vous faites juste 2 ou 3 dégâts. Et donc ces 2 plus D3, vous allez réduire en fait les 3 à 2, les 2 à 1. Et donc gratter beaucoup de petites occurrences comme ça, en phase de héros, en phase de mouvement, en phase de charge, en phase de tir, oui, même en fin de tour. Donc c'est une super règle, vraiment, si vous jouez une grosse pièce centrale, exceptionnelle. La troisième, elle est pareille. Quand je l'ai lue, j'en ai pas cru mes yeux. Après avoir lu le BT, elle est bonne, mais situationnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vous permet à vos unités Luminant Rimlord de pouvoir power through, même si vous n'avez pas chargé ce tour-ci. Si vous avez cette règle-là en Son of Behemoth, exceptionnel, l'armée reprend des couleurs, elle peut rejouer. En luminette, c'est tout de suite moins fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos infanteries ont entre 1 et 2 PV, votre cavalerie a 3 PV. Ce qui fait qu'en fait, votre cavalerie ne pourrait pas enfoncer une autre cavalerie, votre infanterie ne peut pas enfoncer d'autres infanteries, seuls vos héros peuvent enfoncer globalement les unités mid-range. Ce qui fait que cette règle est très très forte, parce qu'en fait, vous faites charger par des, je sais pas, votre Teclis fait charger par un fer de lance, une cavalerie, une barre-en-garde, des Croxy. Il reste en vie, power through, vous en repositionnez derrière, vous allez pouvoir être éligible à faire vos ralliements, à pouvoir tirer, tout ce que vous voulez, c'est super bien.
Pareil avec la baliste, même si elle bouge pas de beaucoup, elle peut éventuellement se repositionner. Donc ça reste une règle qui est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle casse les règles du jeu. Aucune armée peut faire ça. Vous avez juste les H-shoot qui vous permettent, sous condition, d'être considérés comme ayant plus de PV pour pas qu'on vous enfonce ou vous puissiez enfoncer des trucs de merde. Mais là, c'est vous n'avez pas chargé, vous pouvez power through. Voilà, une nouvelle occurrence de règle de on brise le jeu. Heureusement, par chance, comme je vous dis, elle est limitée au fait que vous n'ayez pas plus de PV. Parce que si votre cavalerie avait 4 PV, ça aurait été un peu débile. Si votre infanterie avait eu 3 PV, ça aurait été débile. Là, c'est pas le cas. Donc ça reste une règle qui est relativement équilibrée, même si cette dernière est extrêmement forte. Et la dernière, pareil, elle vient briser une fois de plus le jeu. Elle vous dit que vos 2 domaines de sort gagnent le mot-clé illimité. Donc tous vos sorciers vont pouvoir lancer une fois chaque sort, même s'il a déjà été lancé par un autre sorcier. Bien sûr, vous ne pouvez pas lancer 3 fois le même sort, mais si vous jouez plusieurs sorciers, heureusement ils ont limité ça au domaine des 2 domaines, donc Ish et Awakening, parce que si c'était tous les sorts qui avaient le mot-clé illimité, on aurait pu avoir des trucs dégénérés, mais une fois de plus, c'est une super sous-faction qui vient encore casser les règles. Normalement, les sorts sont équilibrés par le fait d'être uniques. Là, vous avez la possibilité de les lancer plusieurs fois. Donc, globalement, 4 sous-factions très très intéressantes. Une plus portée sur le combat avec la double activation. Une plus défensive avec le -1 dégâts à toutes les phases. Une sur le power through qui va bien piloter, détruire mentalement des joueurs. Et la dernière, qui est plus basée sur la magie, globalement, si vous avez beaucoup de sorciers ou que vous souhaitez lancer plus souvent vos sorts, très très bon. Vraiment, l'écriture des 4 sous-factions, il n'y a aucun BT où c'est le cas, où les 4 sont bonnes. Luminette le fait, donc tant mieux. Alors maintenant, nous allons passer aux trade co. Donc les trade co, vous allez voir, ils sont tous bons aussi, peut-être un peu plus équilibrés que ne peut l'être d'autres formes du BT. Donc la première, c'est le classique, quand vous faites un redéploiement entièrement à 12 du porteur de TradeCo, vous considérez le jet comme un 4 minimum. Donc c'est très très bon, vous n'avez pas de questions à vous poser, vous savez que stratégiquement vous redéploierez toujours à 4. Il ne faut pas oublier, vous avez la rune de l'eau qui dit que quand vous recevez une charge, ça réduit de 2 le jet de charge, donc globalement si votre adversaire se met à 3, vous redéployez de 4, 4, 5, 6, 7, plus 2, 9, donc votre adversaire va globalement être dans la merde pour vous charger. Très très bon outil, globalement passe dans toutes les armées. Le suivant, Acolyte of the Rune, vous dit que le porteur va pouvoir choisir une unité. Du coup, le porteur va choisir une unité Luminette Rimlord entièrement à 12 avec le mot-clé héros, donc c'est conditionnel, vous allez briser un peu le jeu, mais pas trop. Du coup, la personne, le héros que vous choisissez avec cette occurrence de règle, va être choisi comme un porteur supplémentaire de la rune du tour. Donc vous avez le droit, quand vous tapez une rune de force, plus un course, plus un charge, 2 unités. Grâce à ce trait de co, vous allez pouvoir choisir un héros pour être le porteur d'un 3e. Donc finalement, tour 1, 3 unités éligibles. Tour 2, si vous remettez la même, 5 unités éligibles, et ainsi de suite. Je ne sais pas si cette occurrence de règle qui semble très forte va être le plus joué, car vous êtes obligé de choisir un héros. Mais globalement, si vous ne savez pas quoi prendre, juste le fait d'avoir un héros entièrement à 12 du porteur de cette trait de co, attention, il vous faut un porteur, pour être éligible à ces effets, c'est globalement bon, il n'y a pas de questions à se poser. Et la dernière, qui, je pense, a besoin d'une construction de liste particulière, vous dit qu'à la phase de déploiement, vous allez pouvoir choisir 3 unités entièrement à 18 du porteur du trait de co, et ces derniers vont pouvoir faire un normal move. Attention, c'est encadré au mot-clé infanterie, comme dans beaucoup d'armées. Donc, facilité à pouvoir placer globalement vos tactiques de bataille, facilité à pouvoir peut-être porter le fer de lance à l'adversaire si vous jouez beaucoup d'infanterie, ou à vous repositionner. Intéressant. Je ne pense pas que ce soit la version qu'on voit le plus, mais en tout cas, ça reste un outil qui est intéressant. Les 3 sont bons. La plupart du temps, je pense qu'on verra Acolyte, mais le redéploiement 4 est une très très bonne règle. Pour les artefacts, vous allez avoir 3 très bons artefacts. Le premier, la Phoenix Stone, très simple. Quand le porteur doit mourir sur un 3+, il revient à la vie avec D3. Classique. Vous allez pouvoir sauver votre héros. Vous allez pouvoir sauver facilement, entre guillemets, sur un 3+. Vous avez vu, c'est la première occurrence de 3+, que nous rencontrons dans le BT, et il y en a quasiment pas. Donc pareil, c'est un gros bonus pour les luminettes d'avoir très peu de 3+. Games a enfin compris, j'imagine que les 3+, on n'en voulait plus.
Donc on va espérer en avoir de moins en moins. Donc là, premier 3+, pour vous revenir à la vie. Revenir à la vie, c'est très bon, donc on entend que le 3+, se roule pour gagner des 3. Le deuxième, c'est le Silver Wand qui vous dit que le porteur peut dissiper comme si c'était un sorcier de niveau 1. Si jamais il est déjà sorcier, plus un cast. Donc là, vous allez mettre ça à un petit héros qui est déjà sorcier, plus un cast. S'il est dans le shrine, plus un cast, relance. Vous avez une rune pour gagner plus 2, donc pas simplement passer à plus 3. Et si jamais c'est un héros combattant, la possibilité de pouvoir dissiper. C'est très très bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et la dernière, la Waystone, pareil, à votre phase de mouvement, vous allez pouvoir retirer le porteur du champ de bataille et le faire faire pas neuf. Très très bonne occurrence de règle. Alors ok, c'est limité au porteur, mais vous allez pouvoir potentiellement récupérer des objectifs, récupérer des éléments de terrain, pouvoir refaire vos bulles si vous avez besoin de bulles. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, hein. Sachant qu'il n'y est pas précisé, pas engagé. Donc même si vous êtes engagé, vous allez pouvoir vous téléporter. Maintenant, nous allons passer au domaine de magie. Donc, vous avez 2 domaines de magie dans votre manifeste. Enfin, vous allez du coup devoir choisir quand vous allez écrire votre armée lequel vous prenez. Je vous réponds tout de suite, Teclis connaît les 2 domaines. Donc, si vous jouez Teclis, vous n'aurez pas de choix à vous poser. Pas de questions à vous poser, je veux dire. Je me suis trompé, en plus, ça c'est le domaine des manifestations. Donc on va aller voir les manifestations tout de suite. Les manifestations, donc vous avez Twinstone sur du 6, 7 le Sanctum et 7 la rune de pétrification. Les 3 sont globalement bons, je pense que vous allez vouloir les jouer et vont vous donner pareil plein d'occurrences de règles. La première, du coup, les Twinstones se placent entièrement à 18 du caster et visible de lui. La rune of pétrification entièrement à 12 et visible de lui. Et le Sanctum entièrement à 12 du porteur et à plus de 3 des unités ennemies. Et il est composé de 3 éléments directement. On va aller regarder les règles tout de suite. Donc le Sanctum, c'est 6 points de vie save à 4, banishment de 7. Et en gros, vous avez la possibilité, s'il y a une unité friendly unit avec un nombre de points de vie à 10 ou inférieur. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est friendly unit, c'est pas luminette. Donc éventuellement, si vous jouez un régiment de renom, vous pouvez mettre quelqu'un au milieu. L'unité à l'intérieur n'est pas visible, vous ne pourrez pas lui tirer dessus, vous ne pourrez pas l'attaquer, vous ne pourrez rien faire avec. Et si jamais des capacités devaient cibler l'unité dedans, vous devez cibler le Sanctum. Donc le Sanctum, globalement, ça va vous donner a priori 6 PV. Et attention, il manque une règle parce qu'il est bien précisé que ce sont 3 éléments. Mais d'habitude, c'est écrit quand vous détruisez un des éléments, les 3 meurent. Là, c'est pas le cas, donc j'imagine que vous avez 3 fois 6. Si vous en brisez un, les 2 restent là. Et tant que votre héros est dedans, bah, il n'est pas visible. Bon, c'est un peu étrange, j'imagine que ça va être fac, mais en tout cas, ça vous donne une sorte de coque de protection pour un héros, de ne pas être visible au tir et de devoir forcer votre adversaire à détruire cet élément-là. Éventuellement, si en plus de ça, vous avez la rune, l'artefact qui vous permet de vous téléporter, vous, vous avez, quand ça s'appelle, arriver sur un objectif, vous mettez ça, et au tour d'après, vous pouvez vous téléporter éventuellement. Globalement, ça semble un outil adapté à certaines situations, donc intéressant. Ensuite, nous avons du coup la rune de pétrification 6 PV CVA4 qui se bannit sur du 7. Globalement, c'est un super outil. Pourquoi? Parce qu'en fait, à n'importe quelle phase de héros, vous allez rouler un D3 et sur 2+, infliger la valeur en blessure mortelle. Et si jamais a reçu 3 blessures mortelles, elle aura Strike Last. Donc, c'est un très bon outil pour pouvoir mettre des blessures mortelles et éventuellement du Strike Last. Donc voilà, c'était fort, ça reste fort. Et les Twinstones, bah, globalement, vous allez voir, c'est plutôt fort. Vous allez, à chaque fois que vous allez lancer un sort entièrement à 12 de cette dernière va s'incrémenter. Et du coup, vous allez pouvoir, quand elle est à... quand vous allez lancer un sort ou une dissipation, attention, les 2 occurrences sont possibles, puiser dans la puissance des Twinstones pour donner le résultat en plus à votre lancement ou à votre sort. Et une fois que vous avez puisé dans le Twinstone, il retombe à 0. Donc globalement, un très bon outil pour fiabiliser la magie, un très bon outil pour conjurer, dissiper. Dès que vous avez 2-3 points dedans, 4 points, 5 points, bah, vous allez comme ça pouvoir fiabiliser votre magie. Donc le domaine des Endless Spell est très bon. Fiabilité à la magie, vous avez déjà le Shrine qui vous permet de relancer, vous avez un artefact qui vous donne +1.
Là, vous avez de quoi faire des blessures mortelles, mettre du Stracklass, vous faire une sorte de coque de protection contre le tir, un artefact qui vous permet de vous téléporter. Donc voilà, on comprend vraiment des très très bons outils qui sont à la disposition. Alors pour le domaine de magie, donc vous allez devoir choisir soit vous voulez. Comme je vous ai dit, Teclis les connaît les deux. Le premier, c'est le sort illimité qui se lance sur du 6. Vous avez une sous-faction pour faire en sorte que tous les sorts soient illimités. Eh bien, qu'est-ce que nous avons de beau? Le premier vous dit choisir une unité Rimlord entièrement à 12, et cette dernière ne sera jamais touchée que sur du 4+. Donc, on va dire, c'est une deuxième occurrence de la, comment ça s'appelle, de la Shining formation qu'on avait avant. Vous avez donc la rune du vent qui vous met -1 touche, et là, vous avez ce sort-là qui vous êtes touché que sur du 4. Donc un outil de protection très très bon qui est en illimité sur du 6. Donc si vous jouez 2-3 sorciers, vous allez potentiellement avoir 2-3 unités qui sont en -1 touche. Il y a certaines unités que vous ne voulez... En -1 touche, non, on touche à 4. Du coup, il y a certaines unités, globalement, que votre adversaire ne veut pas pouvoir mal toucher, les gros héros, les fers de lance. Là, c'est une première occurrence de debuff, un outil exceptionnel. Sachant que c'est jusqu'au début de votre prochain tour, donc si jamais vous faites double tour, ça reste. Le suivant, donc, il se lance sur du 7, vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces du lanceur, et cette dernière a son mouvement divisé par 2. Si jamais vous roulez un D6, et si jamais vous battez la jet de sauvegarde de la cible, c'est des 3 blessures en plus. Ça c'est qui se cool. Mais juste l'effet déjà de pouvoir diviser par 2 le mouvement, en plus de toutes les runes que vous avez pu voir, donc les -2 de charge, ce genre de choses là. Et ce sort peut être en illimité avec une sous-faction, donc potentiellement mettre à 2 ou 3 unités jusqu'à votre prochaine phase de héros, mouvement divisé par 2. Pareil, ça reste un sort de debuff. Là, je vous dis ça, mais ça peut paraître étrange, mais en discutant avec beaucoup de joueurs, j'ai souvent des joueurs qui me disent j'adore le jeu, par contre, quand je me retrouve dans des matchs où mon adversaire peut me debuff beaucoup, le jeu devient très frustrant parce qu'en fait, je ne peux pas appliquer mon plan de jeu, et souvent, le plan de jeu, c'est la seule chose que nous avons dans nos armes. Là, les gens qui ont joué contre Luminette et qui ont cette façon de penser que j'entends vont être très très frustrés, hein, parce que du mouvement en moins, de la touche en moins, de la blesse en moins, de la charge en moins. C'est ce que je vous parlais en début de vidéo, hein, ce power creep, le fait de briser les règles, là vous en brisez beaucoup, et donc c'est beaucoup de bonus qui sont très positifs. Le sort se lance sur du 7, on a le sentiment que c'est difficile, mais quand vous avez une relance de charge, un endless spell qui vous permet de booster, une relance de spell, je veux dire, un endless spell qui vous permet de booster une rune qui peut vous donner plus de... du coup, oui, c'est beaucoup de bonus qui viennent fiabiliser finalement ces choses-là. Et la troisième, c'est globalement à 18 pouces, 5+, une blessure mortelle, un anti-masse. Bon, rien d'exceptionnel à ce niveau-là, ils ne sont pas foulés. Le deuxième domaine, donc qu'est-ce qu'on va aller faire choisir, le premier ou le deuxième? Vous avez vu le premier très très bon, le deuxième se défend aussi, hein. Donc le premier sort est en illimité, il se lance sur du 6, vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces, donc 18 pouces c'est loin, hein, et moins un rend, sachant que ce n'est pas précisé. Arme de mêlée, donc vous allez même pouvoir choisir des armes de tir, et donc votre adversaire a moins un rend, tir et mêlée à 18 pouces. C'est un sort illimité, donc vous allez pouvoir mettre potentiellement, si vous jouez contre des unités de charge, sachant que le jeu, la version 4 aujourd'hui, vous avez beaucoup de rend -1, le rend -2 est difficile à aller chercher, souvent sans condition, donc là en fait, vous allez nullifier avec ce domaine de sort la puissance des unités ennemies. Le deuxième sort, donc, qui est assez puissant aussi, qui se lance sur du 6, qui se lance sur du 7 si jamais vous êtes engagé. Une unité Luminette entièrement à 12 qui n'a pas été setup, c'est important. L'unité en question va pouvoir faire un mouvement de 5 pouces, traverser les zones de combat ennemies, mais ne peut pas finir en combat. Donc ce n'est pas un Murder Lost. Vous avez déjà cette capacité dans vos runes, on ne va pas abuser. Globalement, du mouvement. Donc imaginons, vous êtes fait cliquer un héros, vous êtes fait cliquer votre baliste, vous êtes fait cliquer vos archers, vous allez pouvoir bouger de 5, reculer et sortir de cette zone d'engagement. Et donc plus tard, potentiellement, rebouger, retirer, blablabla. Un sort très très bon qui peut en effet, quand vous êtes engagé, être plus difficile à lancer si c'est sur du 7, mais avec tous les bonus que vous avez, ce n'est pas un problème. Et si jamais vous n'êtes pas engagé, vous gagnez 5 de mouvement. Donc une cavalerie, quand votre adversaire vous dit « Ok, elle bouge de combien ta cavalerie ?» Ah, ma cavalerie bouge de 14. Ah ouais, ça va vite. Ouais, non mais t'inquiète. Elle bouge de 14, mais je peux lui faire bouger de 5 avec un spell,
et potentiellement plus un course, plus un charge, voire plus 4 de move. C'est délirant, mais voilà, ça reste un troisième sort qui est très bon, et en plus de ça, qui peut être en illimité avec une sous-faction. Et le dernier, c'est le classique Redeem Shield, qui se lance sur du 7. Vous choisissez une unité sorcier pour le lancer, et vous avez toutes les unités entièrement à 12 de cette dernière ont une ward à 5. Bah pareil, ça peut être un sort en illimité, vous pouvez avoir du coup un dispositif géant de ward à 5. Ça se lance sur du 7, c'est censé être difficile, mais vous êtes luminin, vous y arrivez très bien. Donc deux domaines très très bons. Les joueurs vont devoir faire des choix. Si vous ne voulez pas faire le choix, vous prendrez Teclis parce qu'il connaît les deux. Si vous souhaitez jouer toutes les occurrences, peut-être la sous-faction des sorts en illimité est bon avec beaucoup de sorciers. Mais vous allez voir, Luminette, je connais, j'ai discuté beaucoup, était très frustré d'avoir beaucoup de sorciers et très peu de sorts à lancer. Maintenant, vous avez plein de sorts, la possibilité d'en lancer, et beaucoup de sorciers ont leur propre sort aussi, ce qui est un point très positif pour le jeu, et on espère que ça va aller dans ce sens-là avec les autres armées. Maintenant, nous allons regarder les profils de bataille, les War Scrolls. Donc on commence avec Teclis. Sorcier niveau 4, 16 PV, save à 4, avant il était en save à 5, donc il a gagné un de save, ward à 5 de base. Donc globalement, c'est un body qui va être difficile à déloger, pas immortel, mais très bon. On n'oublie pas toutes les runes, les moins 1 blesse, le sort moins 1 touche, l'occurrence de moins 1 touche avec les runes, le sort qui fait qu'on ne le touche que sur du 4. Donc potentiellement, un personnage qui peut devenir très très difficile à tuer. Il a son Lunar Staff à 12 pouces, une attaque, un tir des 2 en 2-2. Avant, c'était Ren-2d6, maintenant c'est Ren-2d3 plus 3, donc fiabilité au tir aussi. Au corps à corps, ce n'est pas non plus une foute de guerre. 2 attaques, 3-3, moins 2 d3 en crit mortel. Et le poney, 5 attaques, 3-3, moins 2-3, un classique poney. Par contre, on ne sait pas pourquoi, son poney à lui touche à 3 et touche à 4. Mais il a quand même le mot-clé de compagnon, donc vous ne pourrez pas lui améliorer sa blesse, même avec la rune de force. Qu'est-ce que nous avons de beau? Quand il est blessé, il passe de 5 à 3 attaques, on s'en bat les couilles. Par contre, Teclis vous dit qu'il a une aura, un passif, qui le fait plus 1 au jet de caste et de bannissement pour les sorciers entièrement à 12 de lui. Donc lui-même a une bulle plus 1 caste, donc il va pouvoir lancer tous ses sorts à plus 1. On a vu les occurrences d'artefacts qui donnent des plus 1, le shrine qui permet de relancer, donc vous allez avoir des sorciers qui vous castent à plus 2, lui a plus 1, une possibilité de relancer, une rune qui vous donne plus 2, donc potentiellement plus 3, plus 4, donc on comprend que la magie, ça va être un problème en luminette. En plus de ça, vous avez un plus 1 sur les bannissements, donc même les endless spells, vous allez pouvoir les détruire très facilement. Et si ça ne suffisait pas, cette règle vous dit que Teclis connaît tous les sorts du domaine de Ish, du domaine Awakened, et bien sûr de tous les sorciers Luminette Rimlord présents sur le champ de bataille. Alliés. Pas si vous faites un miroir, ça marche pas. Donc une occurrence de règles supplémentaires qui vient une fois de plus briser les règles, parce que vous connaissez les deux domaines, vous connaissez tous les sorts des autres sorciers sur la table, donc dans votre construction de liste, vous allez réfléchir à qu'est-ce qu'on va vouloir que Teclis lance. D'un côté, heureusement, parce qu'il est sorcier de niveau 4, et si vous avez que 3 sorts à lancer, c'est un peu triste. Il n'est plus une machine à lancer des endless spells, il est une machine à faire de la magie, et c'est ce qu'on veut avec Teclis, donc c'est très très positif à ce niveau-là. Aujourd'hui, d'après les points de game qui ont été donnés sur le site de Warco, c'est 640 points, donc est-ce que ce profil vaut les 640 points? Je pense que oui, il vous débloque beaucoup de situations, c'est un outil, une boîte à outils qui va régler beaucoup de problèmes, en plus que la figurine est magnifique, bien sûr. Il possède toujours son sort, donc The Light of the Truth, qui sent sur du 7, donc lui il a plus 1, donc sur du 6, et qui vous dit que vous allez pouvoir choisir any number, donc c'est tous les ennemis qui sont à 18 pouces de Teclis, et vous allez infliger D3 blessures mortelles, et ce n'est pas le 2 plus D3. Donc globalement, vous allez devoir, quand vous jouez contre Luminette, faire très attention à Teclis, même si ce n'est que D3, il est en possibilité de le faire globalement 9 fois, si on part du principe que T1, vous n'êtes pas à portée, parce qu'avec un sort au tour adverse, et donc faciliter comme ça ces blessures mortelles. Ce sont toutes les unités visibles. Donc, heureusement, il y a le mot-clé visible avec les covers, comment ça s'appelle, les forêts, ces choses-là. Mais il faut faire gaffe, hein, c'est des 3 blessures mortelles à tout le monde.
Donc une vraie pluie de blessures mortelles. Vous avez aussi la règle Archimage, qui est une Once per turn your hero phase, qui vous dit que quand vous allez lancer un sort, vous pouvez choisir, à la place de lancer les dés, de choisir une valeur non modifiée de 12. Et qui ne peut pas être donc modifiée. Donc pareil, à part si votre adversaire a un +1 pour dissiper, ce qui est extrêmement rare dans le jeu, bah vous savez que tous les tours, vous allez pouvoir passer au moins un sort automatique. Avant, c'était 4 sorts à 8, 2 sorts à 10, 1 sort à 12. Là, c'est 1 sort à 12, ça suffit. Mais donc, vous allez automatiquement avoir, on va dire, votre ward à 5, ou alors automatiquement vos blessures mortelles. Voilà, c'est plein d'occurrences qui est très très bon. Sinon, si jamais vous ne souhaitez pas lancer de sort à 12 parce que vous êtes nativement bon à la magie, que votre adversaire n'est peut-être pas à portée ou n'a peut-être pas de sorcier, choisir une unité ennemie qui a le mot-clé prêtre ou sorcier et diminuer de 1 son power leveling. Donc globalement, cette règle archimage est exceptionnelle car vous allez pouvoir réduire au silence des sorciers de niveau 1, des prêtres de niveau 1. C'est un truc de fou, comme ça peut paraître bête, mais pour jouer beaucoup de prêtres, euh, vous allez choisir un prêtre adverse et lui dire, toi, tu as chargé ta prière, tu es à 8, tu es à 9, tu es à 12, tu vas pouvoir lancer ta prière full buff jusqu'à ma prochaine phase de héros. Tu peux pas. Donc si tu veux double tour, c'est mort. Euh, Moi, je vous prends en exemple, par exemple, Brod. Vous payez 540 points le géant. Il est que prêtre de niveau 1 face à Teclis. Bah, en fait, il fallait mieux prendre quelqu'un d'autre parce que tu ne lanceras pas ta prière. Un sorcier de niveau 1 qui peut déclencher des bonus en doc, un rasoir mental, un truc comme ça, pareil, tu sers à rien. Donc c'est 110, 120 points, voire plus, qui ne peuvent pas bénéficier de leurs règles. Même un prêtre de niveau 2 ou un sorcier de niveau 2, il va se retrouver à devoir faire des choix et du coup c'est un outil très très puissant. Et si ça ne suffisait pas, ce personnage, Teclis, bénéficie d'une règle supplémentaire qui est le Disc of the Elementary. Là. Globalement, vous allez pouvoir, une fois par bataille, au début d'un battle round, excepté le tour 1, apposer un sceau supplémentaire sur votre tableau des sceaux. Attention, il est bien précisé que ce sceau n'active pas un sceau, d'accord? C'est juste vous le posez et après vous choisissez votre sceau supplémentaire. Ce sceau est bien apposé. Donc, imaginons, tour 1, vous faites, je ne sais pas, rivière. Vous jouez Teclis. Tour 2, vous apposez, par exemple, le sceau du vent. Et ben, si vous apposez autour de la rune, le sceau de la force, vous allez pouvoir bénéficier des 2 effets qui se coulent additionnels de vos runes. Ceci fonctionne aussi avec la rune de la lumière qui vous dit quand vous avez 4 runes différentes, vous allez pouvoir bénéficier du crit 5 hit. Donc il y a un monde où en jouant Teclis, vous allez pouvoir tour 1 prendre par exemple la rivière, tour 2 jouer cette capacité de Teclis qui va être d'appliquer éventuellement la rune de la lumière. Vous ne bénéficierez pas, bien sûr, des plus de cast, parce que c'est juste vous écrivez, vous gagnez le passif mais pas l'actif. Et du coup, tour 2, vous jouez la rune de la force. Ce qui fait que tour 3, si vous allez choisir une autre rune différente, par exemple celle du vent, et ben vous allez avoir vos 4 runes différentes inscrites sur votre tableau et donc bénéficier du crit 5+, et du 4 de move pour toute votre arme. Est-ce que cette occurrence rend Teclis impossible de jouer sans? Je ne sais pas, parce que c'est quand même 640 points. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on ne le prendrait pas. Il connaît tout le domaine, il fiabilise votre magie, parce qu'il donne un plus en bulle. Il lance à 12, ou alors il peut débuffer un prêtre ou un sorcier adverse. Il a un sort qui met des BM à tout le monde à 18 pouces. Et il peut accélérer vos runes. Si jamais vous ne souhaitez pas aller chercher la rune de la lumière pour avoir le crit 5 hit parce que votre armée n'a pas de crit, pareil, vous faites tour 1 force, tour 2 Teclis mais force, tour 3, tour 2 vous écrivez la force, vous allez pouvoir choisir 6 unités au tour 2 en plus un course, plus un charge. Vous comprenez l'importance de Teclis. Il est très agréable d'avoir des profils aussi bons que celui-là. J'espère vraiment que les autres dieux ou demi-dieux d'Age of Sigmar vont recevoir
un travail aussi léché. Je pense notamment à Alarielle et à, comment elle s'appelle, Moratti Kane, qui aujourd'hui tirent vraiment de l'œil. Ensuite, nous avons deux profils, donc les jumeaux et la lumière d'Eltarion, les deux sont à 290 points. Est-ce qu'aujourd'hui ils les valent? Je pense que oui, en tout cas sur les premières itérations de points. Donc les jumeaux, bah, vous avez 10 PV, save à 4, ward à 5, donc un bon body 4 dossé, ça bouge de 6. Un tir 12 pouces, 3 attaques, 3-3 moins 1 des 3, crit auto wound, on prend. Et au corps à corps, 5 attaques, 2-3 moins 1-2. Vous allez pouvoir passer le plus un blesse, donc étant 2-2 moins 1-2. Et la dague, 3-4 moins 1 des 3. Vous conservez globalement un profil similaire à celui-là de l'index. La possibilité de savoir qui dirige les jumeaux, donc si c'est... je sais pas qui est qui, mais il y en a un qui vous donne une ward à 4 et l'autre qui vous permet d'ajouter le round de bataille en dégâts à l'épée. Donc votre épée tour 1, elle est déjà N-1, dégâts 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc toujours ce profil dualité entre ward, tankiness et dégâts. Un très bon profil, de très bonne règle. Vous conservez toujours en fin de tour la capacité, si vous avez tué un modèle, de vous soigner de D6 et de remove du champ de bataille pour vous remplacer à 9. Exceptionnel comme règle toujours. Et vous avez toujours ce sort qui est pareil, qui casse le jeu, qui est sur, se lance sur du 8. Vous avez vu toutes les capacités que vous avez pour pouvoir augmenter le lancement de sort, qui vous dit que la prochaine fois que votre adversaire va vouloir utiliser un PC à 18 pouces de ce dernier, il devra payer un PC supplémentaire pour pouvoir avoir l'effet. Donc une règle pareil qui vient limiter la capacité de votre adversaire de jouer au jeu. 290 points, je vous ai dit, qui vont bénéficier là aussi de tout le reste de l'armée. On les voyait souvent, je ne sais pas si on va continuer à les voir autant qu'à d'avant parce qu'il y a d'autres héros qui sont très bons, mais en tout cas un bon profil qui est globalement, qui reste constant par rapport à ce qu'il faisait. Maintenant nous avons la lumière d'Eltarion. Alors la lumière d'Eltarion, je pense que beaucoup de joueurs vont s'en plaindre parce qu'il a une règle qui vient là aussi casser le jeu. Une de plus, vous me direz. Donc heureusement que ce n'est que 7 PV en save à 3, ward à 4. Il a un tir à 12 pouces, 3 attaques, 2-3, moins 2 des 3, shooting combat, ok. 5 attaques crit to hit, 2-3, moins 3-3, donc il peut facilement être en 2-2, moins 3-3, donc ça cogne plutôt bien. Et 2 attaques en 2-3, moins 1-3, avec les classiques mots-clés. Qu'est-ce qui fait que ce personnage est très fort? Heureusement qu'il vaut 290 points. Il ignore toujours les modificateurs de touche et de blesse, donc il touchera toujours à 2, il blessera toujours à 3 ou à 2. Globalement, c'est le pro de l'épée. On aimerait que ce genre de règle soit appliqué à plus de héros. D'accord? Des héros combattants, genre Sigvald, ou des choses comme ça, des personnages duellistes, on veut qu'ils puissent être fiables. On ne veut pas que le moine Clodo avec sa règle de merde vienne le débuff. Donc ça, c'est très positif. Ce qui le rend extrêmement fort, c'est sa règle Any Combat Phase, qui vous dit que si cette unité n'est pas en combat, vous pouvez choisir une unité alliée en combat, retirer du champ de bataille ce modèle et venir le setup à 1 pouce de l'unité. Donc engagé. Ce qui vous laisse comprendre qu'à toutes les phases de combat, si la lumière d'Eltarion n'est pas engagée, il va pouvoir se téléporter et venir se battre. Donc si vous envoyez une unité de cavalerie ou d'infanterie, par exemple défendre un objectif, votre adversaire l'attaque, il prend le risque d'avoir Eltarion qui arrive sur lui. Bien sûr, Eltarion, avec le nombre d'attaques qu'il a, ne va pas laver 600 points tout seul. Mais c'est assez frustrant de se dire que quand vous allez faire des choix, il faut bien réfléchir. Bien sûr, si ce dernier est engagé, vous ne pouvez pas faire sa règle. Et en plus de ça, on vous dit qu'on doit le remove from the battlefield et le setup, ce qui fait que ça ne fonctionne. Vous ne pouvez pas utiliser le sort qui vous dit vous pouvez bouger de 5 pouces. Sinon, c'était trop facile. Vous avez un sorcier qui lèche le cul de la lumière d'Eltarion, qui le fait sortir et il fait ça tout le temps. Mais ça reste une unité qui va être très compliquée pour votre adversaire de devoir jouer contre. Il faut espérer avoir des outils qui empêchent les setups ou qui vont faire en sorte qu'ils soient englués dans quelque chose et que du coup ces 290 points ne sont pas optimisés, mais ça reste une unité à prendre en compte et je pense que beaucoup de gens vont le jouer. Il a 3 de save, heureusement on peut lui modifier sa save, et 4 de ward. On a de plus en plus
l'outil qui permet de modifier la ward. Donc globalement, c'est 300 points qui peuvent mourir sous condition. Mais ça reste 300 points à prendre en compte parce qu'il peut faire tout ce que fait un héros combattant et qu'il sera présent à toutes les phases de close. Alors maintenant, nous continuons avec du coup la version montée du Lord Régent générique ou nommé. 250 points la nommée, 150 le Lord Régent monté. Attention, 100 points de différence, on va voir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Bouche de 14, même body, 7 PV, save à 3, 2 dossés. La version nommée, donc, elle possède son arme anti-démon qui a anti-démon reine plus 1, charge plus 1, donc 2 attaques 3, 2, 3, moins 1, donc moins 2, dégâts 3 en charge, c'est ok. Et son épée, plus 1 en charge, donc 5 attaques, 2, 3, moins 1, 3 crit mortels, et le compagnon qui combat en reine moins 1, donc le compagnon qui gagne un peu de patate sur les montures. Qu'est-ce que nous dit ce personnage-là? Alors déjà, elle a un sort qui se lance sur du 5, qui vous dit que vous ajoutez 2 au jet de roll, donc qui se lance sur du 3 quand vous êtes engagé. Strike first. Très très bon sort, c'est un personnage qui veut combattre. Quand vous êtes engagé, elle sera très souvent en strike first. N'oublie pas que si vous avez Teclis, il connaît ce sort et il peut éventuellement se mettre en frappe en premier. C'est pas une foudre de guerre, mais ça peut vous permettre des fois de faire des trucs qui se coulent. Et on n'oublie pas non plus la sous-faction qui permet de vous activer 2 unités par 2 unités. Donc ça peut vous faire quand même pas mal d'occurrences de combat. Par contre, pourquoi est-ce qu'elle vaut 250 points? C'est qu'elle a un passif, la championne du Phénix là. Ce bonus vous dit que toutes les unités qui ont clé Vanari qui sont entièrement à 12 d'elle sont traités comme ayant une stance supplémentaire de la rune de force. Donc globalement, attention, ça ne veut pas dire que vous avez le bonus actif, mais vous êtes traité comme ayant une rune de strength à propos du War Scroll. Vous me dites, mais c'est un petit peu bizarre. En fait, vous allez voir qu'il y a pas mal de War Scroll qui vous disent quand j'ai 2 occurrences ou plus d'une telle rune, j'ai un bonus. Exemple, les mecs de la montagne, on l'a vu sur Warcrow, ils vous disent quand vous avez 2 occurrences de la règle de la rune de la montagne, je passe en save à 3. Donc là, c'est pour les unités qui ont clé Vanari, elles seront dans une occurrence de plus d'une rune, de la rune de force, quand elles sont entièrement à 12 de cette dernière, pour les règles qui considèrent interagir avec, d'accord? Et en plus de ça, elle a un petit effet qui se coule qui dit que si vous la sélectionnez pour être éligible à une rune, elle sera considérée comme ayant la rune force sur elle-même. Donc imaginons que vous souhaitez envoyer tour 1 cette unité combattre, vous pouvez choisir la rune du vent qui vous donne moins 1 pour être touché, et donc si vous avez déjà la rune de force, plus 1 bless. Donc cette unité va pouvoir aller combattre en moins 1 touche, plus 1 bless, en frappant premier, et en plus de ça, donner une rune de force aux unités Vanari entièrement à 12. 250 points pour ça, ça me semble être bien pricé. Le héros combat bien, tank bien, peut facilement être en ward à 3, en ward à 5 je veux dire, moins 1 touche, toutes les trucs qui se coulent des luminettes, donc très bonne règle, très bon personnage. La version non nommée, donc à 150 points, combat relativement bien, 3 attaques, 3, 4, moins 1, 2. Il n'y a pas le plus 1 dommage en charge, c'est dommage, mais ça reste du Chris Mortel. Et l'aventure a gagné 1 de reine. Lui, ce personnage vous dit que les unités Rimlord Luminette entièrement à 6 de lui, donc c'est pas énorme. Attention, le socle de Teclis, je crois qu'il fait 6,1 pouces, donc vous ne pourrez pas le mettre dedans. On relance de charge. Donc là, pareil, c'est très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas limité à un mot-clé. Le mot-clé, c'est Luminette. Donc vous allez pouvoir faire relance de charge à lui, à quasiment tout le monde, tant que vous êtes entièrement à 6. Ok, c'est chiant entièrement à 6, mais en relance de charge sur toute l'armée entièrement à 12, ça aurait peut-être été un peu dégênant. Et vous pouvez, une fois par partie, utiliser son Nether Quartz en face de héros qui vous dit que vous allez avoir plus 1 touche pour lui. Donc attention, ça ne s'appliquera pas aux compagnons. Et moins 1 pour être touché pour les unités qui vont cibler le héros. C'est un peu qui se coule, mais globalement, ça reste une règle qui est ok. Ça vous fait gagner un attaque en règle, globalement. Éventuellement, s'il va être la cible, parce que l'adversaire joue Master of the Pass et doit tuer un héros, c'est pas mal. Ça peut être un bon porteur, en tout cas, des artefacts et trade co, parce qu'il bouge de 14, donc il va pouvoir fiabiliser votre armée comme ça. Deux bons profils, je trouve parfait. Ensuite, nous avons le nouveau héros, donc le Vanari Love Regent, 110 points, 5 PV, save à 4.
2 dossiers, bouche de 6, 5 attaques, 3-4, moins 1 de crit mortel, ok. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir jouer ce personnage-là? Bah déjà, quand vous faites un ralliement entièrement à 12 de lui, vous rajoutez 3 dés+. S'il n'y a pas de mot-clé infanterie, donc ce sont toutes les unités luminettes Rimlord, bah c'est très bon. On a certaines occurrences dans d'autres armées, genre Stormcast, cependant c'est à certains mots-clés de chambre, machin. Donc là, bah, toute votre armée, quand il est là, vous ralliez à 6, à 7, bah, plus 3, donc à 9, à 10 dés, c'est très très bon. Et il a une règle qui est inspirée, on va dire, des Zoo ou Quarkland, qui vous dit qu'en phase de combat, vous allez pouvoir choisir une unité de Warden, donc c'est ceux avec les lances, et qui sont entièrement à 12 de lui, et choisir une unité ou en contact, entre guillemets, avec les Warden. Donc en fait, vous choisissez une unité de Warden, cette unité de Warden, vous prenez chaque modèle, une unité ennemie, et tous les modèles à 3 pouces d'unité ennemie. Donc si vous êtes plutôt bien placé, on va dire pas mal de modèles, sur 5+, vous faites une blessure mortelle. Les Iron Joe ont cette règle-là avec les orques noirs. Cependant, les Iron Joe ont des gros socles. Donc il est des fois difficile de faire en sorte que tous les modèles tapent. Là, vous avez des socles beaucoup plus petits, donc c'est beaucoup plus facile. Et là, vous pouvez l'appliquer sous toutes les conditions, en ayant chargé, en s'étant fait chargé. Il suffit juste d'être entièrement à 12 de ce personnage. Donc globalement, c'est assez efficace comme règle. Ensuite, nous avons du coup le Enlightener 180 points, 140 le Lord Seeker. Le Enlightener, pourquoi est-ce qu'on souhaite prendre ce personnage? Bon, c'est pas spécialement pour sa capacité de combattre ou de tirer. Il vous dit que quand vous allez faire lancer un sort qui a le mot-clé Unlimited, lui, son sort à lui a le mot-clé Unlimited, nous avons vu qu'il y a une sous-faction qui a le mot-clé qui vous permet d'avoir les sorts Unlimited. Si jamais ce sort est lancé, donc vous avez réussi par exemple votre 8, votre adversaire n'a pas dissipé, vous roulez un dé et sur 4+, vous avez la possibilité de le relancer une deuxième fois. La valeur de lancement est conservée, du coup votre adversaire va pouvoir refaire une dissipation. Si jamais ce n'est pas dissipé, attention, ce sort ne compte pas comme étant lancé pour les occurrences, genre des shrines, des endless spells qui vous fait les occurrences, ok. Et donc vous allez pouvoir lancer une deuxième fois le sort illimité. Donc si c'est par exemple le jeu touche qu'à 4, vous allez pouvoir, avec ce personnage-là, c'est pour ça qu'il fait 180 points ce sorcier, faire deux fois cette règle-là. Heureusement, c'est sur un 4+, et c'est qu'une seule fois par tour, donc même si vous en jouez plusieurs, vous n'allez pas pouvoir dupliquer les sorts à l'infini. Et elle a un petit sort qui cool qui vous dit que vous choisissez une unité infanterie entièrement à 12, et quand vous êtes en contact avec cette dernière, vous ne pouvez pas faire de crit hit, donc un très bon sort à relativement géométrie variable par rapport à ce que vous affrontez, mais si vous avez du crit to hit, des blessures mentales, des choses comme ça reste un très bon outil défensif. Sans compter que c'est un wizard. Le scénario Lord Seeker, le IQ Wizard 1, il a un tir, il combat, ok. Est-ce qu'on le prendra? Je pense pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir, lors de la phase de déploiement, le setup, vous voulez sur le champ de bataille plus de 9 des ennemis, et il peut choisir un élément de terrain à 3 pouces de lui en phase de mouvement pour ajouter plus 1 au casting roll pour tous les unités friendly et ennemis quand vous êtes à 3 pouces. Donc, est-ce qu'on a envie de payer 140 points pour mettre ce gars-là dans son territoire pour donner un plus 1K, sachant que ça se fait en phase de mouvement? Donc, vous n'avez pas en profité sur votre phase de héros, la première. Votre adversaire, s'il est à côté, il peut en bénéficier pour 140 points. Je ne suis pas convaincu, mais bon, pourquoi pas, à voir. L'avenir peut me faire mentir. Ensuite, nous avons le Calligraphe, 130 points, sorcier de niveau 1, assez fragile comme unité. Par contre, lui, il vous dit que once par battle army, réaction, il déclare votre rune. Vous avez la possibilité de changer une rune. Donc, éventuellement, vous êtes dans un setup où votre adversaire va vous alpha. Vous avez pris tour 1, la rune de l'eau qui dit moins de charge à 2 unités. Cette rune, vous n'en voulez pas du tout. Ce gars-là peut vous la remplacer. Ou alors, vous pouvez tricher avec votre adversaire, entre guillemets, en lui disant tour 2, je prends 2 fois la même rune. Du coup, je n'aurai pas accès au crit hit sur les 5+. Et là, vous modifiez au moment où vous en avez besoin et vous faites un tour dévastateur. Je ne sais pas si nous avons besoin de ce genre d'outils. En tout cas, ils existent dans le BT, c'est intéressant. Et ensuite, la Catalar, 130 points pour un sorcier de niveau 1. Elle va tout simplement choisir une unité ennemie à 18 pouces d'elle et sur 3+, pas d'ordre jusqu'au début de votre prochain tour. Cette règle est exceptionnelle, elle est très forte. Il y a des armées, s'ils ne peuvent pas se donner d'ordre, genre les Sons of Behemoth, l'armée est détruite. Cependant, c'est un 3+, c'est le deuxième 3+, que nous voyons de la partie, donc ça reste relativement faible comme occurrence de 3+.
Et bah, ça peut se rater, c'est à 18 pouces. Est-ce qu'on veut investir dans ce personnage? Je ne pense pas que nous en ayons besoin, mais en équipe, en tout cas, ça peut être un outil intéressant. Ensuite, nous passons du coup au Vanari Bannerblade, 140 points pour cette unité, 5 PV CEA 4, au corps à corps, 5 attaques, 3, 4, moins 1 de crit mortel. Bon, c'est pas un fer de lance, pas pour ça qu'on va le prendre. Pourquoi on va le prendre? Parce qu'en fait, il a un passif qui vous dit qu'à chaque fois qu'une unité luminette Rimlord entièrement à 12 de lui fait un ralliement, vous pouvez le faire même si vous êtes engagé. Une règle supplémentaire qui vient briser le jeu et qui va sûrement rendre des situations complètement débiles. Sur la V3, vous aviez la possibilité de faire des ralliements quand vous étiez engagé. Cette règle était considérée comme beaucoup trop forte et a été très très vite nerf. On ne pouvait plus le faire en étant engagé. Moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse le faire si on est sous certaines conditions de PV. Là, c'est pas le cas. Donc, vous allez avoir des unités comme Teclis, comme Avalenor, qui vont être en Ward à 5, qui vont être en moins 1 touche ou en touche que sur du 4 ou alors sur un moins 1 bless, qui vont pouvoir, grâce à ce personnage-là, globalement faire du ralliement en étant engagé. Alors bien sûr, si vous commencez à avoir ce personnage-là, plus l'autre personnage qui vous donne 3D, ça vous fait 300, 400 points de taxe. En tout cas, la règle est très forte. Aujourd'hui, je trouve qu'elle brise le jeu une fois de plus. Luminette adore ça. Est-ce qu'on va la voir maintenant dans beaucoup de BT? Est-ce que ça va être une récurrence? Je ne sais pas. En tout cas, même sur des unités comme des lanciers, des archers, des choses comme ça, pouvoir faire un ralliement donc en étant engagé, donc potentiellement vous donner des ouvertures, revenir sur un objectif ou quoi que ce soit, c'est très très fort. Heureusement que c'est que entièrement à 12. Si le héros meurt, nous n'avons plus accès à ça, mais c'est une règle qui est très forte. Ensuite, nous avons accès aux Warden, donc les lanciers, 120 points, les 10, 1 PV, save à 4. Anti-charge reine plus 1, crit mortel, 3-4, sans reine dégâts. Donc quand ils sont chargés plus 1 de charge, plus 1 de reine, on a vu la rune qui permet de leur mettre. Bah non, ça se cumulera pas, donc non, ça ne changera rien pour eux. Qu'est-ce que dit leur passif? Que si cette unité n'a pas à charger ce tour-ci, donc si elle a reçu une charge, elle est là pour ça, elle ignore les règles plus un charge, ou plus un dégât en charge. Donc toutes les règles lance pour les joueurs 40k, plus un dégât à la charge, bah, vous n'en aurez pas accès quand vous les chargez. Donc une très bonne unité d'écran. Ça reste 10 PB en save à 4 qui vont facilement être en ward à 5, qui vont facilement avoir des moins 1 touche et toute la clica qui vont avec. Ce n'est pas une unité fer de lance, même remplacée par 20, ça ne fera pas assez de dégâts pour exploser une armée adverse, mais c'est une règle supplémentaire qui vient retirer des règles à votre adversaire, et on commence à comprendre que l'armée en retire beaucoup, donc beaucoup de frustration. Ensuite, les archers 140, la balista 120. Les archers, est-ce qu'on va les voir? Bah, ça reste des bons archers, pricés comme tous les autres archers du jeu, c'est-à-dire tir à 18, 3-4, moins 1-1, auto-wound. Vous savez que vous allez pouvoir aller chercher du sous condition au tour 3 avec Teclis. Crit 5 hits, pourquoi pas. Ça reste une bonne unité d'archer. Elle vous dit qu'elle peut, à votre phase de tir, ce n'est pas un One Spartan Army, donc si vous jouez 2 packs de 20 éventuellement, soustrayez 1 au jet de touche pour pouvoir ajouter 6 à la portée. Vous pouvez toujours éventuellement prendre un all-in attack pour compenser. Une bonne unité d'archer, bien pricée, qui va bénéficier de finalement très peu des buffs de l'armée, à part le crit 5 hits, sous condition, parce que le reste, le plus un bless ne s'applique pas au tir, et bah, le mouvement, l'armée en a toujours eu, donc globalement, une unité qui reste bien pricée par rapport aux autres armées dans le jeu. La balise, elle coûte moins cher, à 24 pouces, 4 attaques, 3-3, moins 1-2, anti-reine sur les monstres, crit to hit. Bon, c'est sympathique, je ne pense pas que nous voyons un full spam de baliste, à moins que le jeu devienne full monstre, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous pouvez ajouter 6 à la portée de cette dernière si vous êtes entièrement à 12 des sentinelles. Archer, baliste, pourquoi pas, c'est plus marrant qu'autre chose. Et contre les monstres, par contre, vous passez en One Spartan Army, donc ça sert à rien d'en jouer beaucoup. Par contre, c'est Any Shooting Phase. Si vous ciblez un monstre, plus 1 pour les jets de touche. Et sur 3+, moins 1 à cette dernière pour le reste du tour. Ah ouais, non, je dis n'importe quoi. C'est du coup, si toutes vos attaques ciblent, vous lancez un dé, c'est sur 3+, moins 1 au jet de touche de la cible, et sinon, si c'est un monstre, c'est 2+.
Donc ça vous fait une occurrence de règle supplémentaire pour pouvoir débuffer vos adversaires. Je pense qu'une baliste à 120 points, si vous arrivez à rouler votre 3+2+, ça se prend pour débuffer l'adversaire, mais vous avez tellement de trucs qui le fait automatiquement. À voir. Donc là, nous avons accès ensuite aux Bannerlords qui sont à 150 les 5, les Dawnriders 180 les 5, 2 PV save à 4, 3 PV à 4, bouge de 14, bouge de 6. Les Blade Lords, bah, on connaissait leur puissance avant qui était d'avoir 2 pauses, une qui combat, une qui met des blessures mortelles. Maintenant, ça c'est fini. Tant mieux, j'ai envie de dire. Vous conservez toujours votre règle qui vous dit que quand vous êtes en portée d'engagement d'une unité Scinari Heroes, vous partagez une ward à 5. L'armée n'a pas de mal à la façon d'avoir de ward à 5. Et vous avez un passif qui vous dit que pour chaque occurrence de rune de Strange, de rune de Force, vous avez plus un de Reine. On n'oublie pas que le héros nommé tout à l'heure à 250 points le poney disait que, entièrement à 12 de lui, vous êtes considéré comme ayant une rune supplémentaire. Donc globalement, au tour 1, autour du héros, ils sont en Reine -2. Si vous posez une Reine de Strange, Reine -3. Je ne sais pas si nous avons besoin d'augmenter le nombre de Rennes. Ça peut être largement suffisant. Heureusement qu'ils ne sont que des gains 1. 3, 4. Donc ce n'est pas non plus un fer de lance, mais vous avez vu, vous avez la possibilité d'avoir plus un bless. Du coup, en 3-3, Rennes -2, Rennes -3, dégâts 1, crit mortel. C'est une unité, je pense, qui est intéressante contre certains archétypes. Vous n'avez pas de possibilité d'augmenter votre nombre d'attaques, heureusement. Mais qui va pouvoir passer au travers de certains héros, notamment. On va prendre des body 14, 16 PV en save à 3. Vous allez pouvoir les fracasser, tout simplement. Et avoir le reste de l'armée pour fracasser le reste. Donc, je pense qu'un pack de 10 à 300 points, ça rentre largement. Faire 2 packs de 20, 2 packs de 10, ça me paraît un peu excessif. Pour les Dawnriders, ils ont perdu un save, ils passent en save à 4. Heureusement, vu tous les debuffs que l'armée peut faire. Ils vont avoir du mal à aller chercher, à part au tour 3, sous condition, le crit 5+. Par contre, 2 packs de 10 en crit 5+, quand vous êtes au tour 3, si vous avez bien tempo, ça fait parir 2 attaques, 3-4, Reine -1, dégâts 2 en charge. Il se paye le passif d'avoir, quand il charge, plus un Reine sur les lances. Donc on est en Reine -2, dégâts 2, une très bonne unité de cavalerie qui est un peu fragile, mais avec tous les debuffs que vous pouvez mettre à vos adversaires. Rien de spécial à dire, hein. Franchement, ça peut vraiment faire ce que ça faisait avant. Donc un autre War Scroll qui est bien, qui est construit avec le BT. Globalement, je trouve que ça va tout dans le bon sens. Ensuite, 140 points l'unité Warcry. Globalement, un PVT de bouche de 7, save à 5, toujours un peu de tir, un peu de combat. Vous avez toujours cette occurrence de pouvoir vous téléporter. Cependant, maintenant, c'est entièrement assis d'un bord du terrain. Donc c'est beaucoup plus restrictif qu'avant, ce qui est positif, on va dire, pour le jeu. Et on vous dit que si jamais vous avez utilisé la rune de l'eau ce tour-ci, bah, vous pouvez, elle a déjà été écrite sur Battleground, vous pouvez FEP n'importe où sur le champ de bataille. Donc, je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce que cette unité, bah, si vous la prenez en x1, elle vous apporte de la FEP que sur les bords. Et si jamais vous payez la rune de l'eau et que vous n'en avez pas besoin, bah, vous avez accès à tout le dispositif, c'est toujours cool. Et elle peut toujours, en phase de combat, One Spartan Army, bouger 2d6 tout en restant engagé en fin de combat. C'est un bon outil. Le temple de l'eau, aujourd'hui, n'a une seule effigie, c'est cette personne-là. À l'avenir, quand il y aura d'autres modèles du temple de l'eau, on sent la capacité de déplacement du temple de l'eau qui peut être peut-être proche de celle du vent dans l'idée. Donc à voir si toutes les unités trouvent leur place. Ça reste une très bonne unité, à n'en pas douter. Ensuite, nous avons Avalenor, 420 points, 16 PV, save à 3, bouge de 6, donc c'est un beau body, 5 points monstre. Il a un tir à 12 pouces, 3-2, moins 2 D6. On aurait aimé comme Teclis des 3+3, mais c'est pas grave. 6 attaques, 4-2, moins 2-4. Ça cogne très fort. Ça reste un monstre qui touche à 4. Il ne bénéficiera pas bien sûr du plus d'un bless, vu qu'il est déjà en bless à 2. On vous dit quand il a pris 10 dégâts, ça passe de 6 à 4 attaques. Vous avez un passif, Call of the Mountain, qui vous dit que les unités Alarit entièrement à 12 sont considérées comme ayant une rune de montagne. Donc elle n'est pas écrite sur votre body, c'est juste par rapport aux runes qui trigger, comme tout à l'heure, les combattants avec les 2 épées. Ensuite, et en plus de ça, comme l'autre est renommé, on vous dit que si lui il est choisi par une rune,
il est considéré comme ayant une rune de la montagne appliquée à lui, donc vous fiabilisez cette unité facilement. Il a un passif qui vous dit que vous ajoutez une attaque à chaque occurrence de la règle de la montagne que vous possédez. Donc globalement, vu qu'il se donne à lui-même une occurrence passive, il commence la partie à 7 attaques. Si vous utilisez la rune de la montagne, vous êtes à 8 attaques. Je sais pas quoi vous dire, hein, c'est une très très bonne écriture du War Scroll. On aimerait voir ça chez d'autres armées. Ce personnage peut très facilement avoir 8-9 attaques. En touche à 4, N-2, dégâts 4. Moi, je suis joueur Son of Behemoth, je me dis, en fait, pourquoi est-ce que je paye... pourquoi est-ce que je joue mes subs qui ont une variance de dingue quand des gars comme ça peuvent augmenter très facilement leur capacité de combat, leur debuff de la touche, leur capacité à se protéger avec une ward à 5. C'est un très très bon profil, il va falloir faire très attention à Avalenor, il ne fait pas rire. Il a un rampage qui vous dit que si cette unité n'a pas chargé sur 3+, pour le reste du tour, que les unités qui sont engagées avec lui doivent le frapper, les modèles à 3 pouces. Une combat de range. Donc c'est fort sans être fort parce que votre adversaire peut sans condition faire un peeling et faire en sorte qu'il y ait moins d'unités à 3 pouces qui le tapent, mais il va récupérer globalement des attaques sur sa gueule. Heureusement que ce n'est pas toutes les unités, sinon ça serait débile, vous serez obligé de taper dessus. S'il a le héros qui lui permet de se rallier au combat et qu'il a une ward à 5 et qu'il est touché à 4. Bon, voilà. En tout cas, très fort, ça combat bien, ça tank bien, c'est tout ce qu'on veut de ce profil. Le Stone Mage, 130 points pour un sorcier qui vous dit globalement en phase de combat, entièrement à 12, vous pouvez choisir une unité de Stone Guard. Donc heureusement, c'est bien encadré, pas tout n'importe quelle luminette. Vous ajoutez 1 à la reine des pénétrations des armes de mêlée. Par contre, cette unité ne peut pas peeling. Donc en gros, elle est enracinée, elle est stone. Par contre, ça augmente de 1 votre reine. Vous savez que vous avez un sort qui va vous permettre d'aller chercher du debuff de vos adversaires. Une rune qui va vous permettre d'avoir un +1 reine anti-charge. Donc globalement, je trouvais que la sous-faction de la montagne avait un peu de mal avec l'index. Là, avec le BT, c'est pas du tout le cas. Et il a un sort qui est très intéressant, c'est sur du 7, qui vous demande de choisir un objectif à 18 pouces à chaque fois qu'une unité qui n'a pas le mot-clé fly, donc vous pouvez éviter ça si vous avez le mot-clé, utilise un move ability qui conteste cet objectif, décis blessure mortelle. Donc move ability, vous avez quand même pas mal d'occurrences de règles qui ont cette chose-là. Décis blessure mortelle, ça peut faire pallier pas mal d'armées. Si vous avez Teclis, il connaît ce sort-là aussi. Donc vous pouvez avoir la possibilité d'avoir 2 gars qui peuvent sniper des objectifs pour mettre des blessures mortelles. Ça fait pas rire du tout, hein. Je sais pas si c'est aussi fort que ce que je me l'imagine, mais sur le papier, à chaque fois que vous faites un move ability sur un objectif, si c'est un objectif que vous contrôlez, que vous restez dessus, que votre adversaire vient sur l'objectif avec un move ability, voire faites 2 move ability pour X raisons, 2 fois des cibles blessures mortelles, aïe aïe aïe. Ensuite, nous avons The Spirit of the Mountain qui n'est pas un héros, attention, qui est juste un monstre à 340 et les Alaric Guard à 130. 14 PV save à 3, hein, c'est globalement une version un peu low cost d'Avalenor. Toujours ce tir, moins 2 D6 sous ligne combat. Là, par contre, on a 4 attaques, donc c'est 2 de moins, mais vous êtes en reine moins 2, dégâts 5. Vous avez le même passif qui vous dit que chaque occurrence de rune de la montagne, c'est plus une attaque. Donc globalement, vous pouvez faire un peu les 2 montagnes, le nommer et lui, qui vont prendre les bonus et augmenter leur nombre d'attaques. Dans la sous-faction des 2 unités qui tapent en même temps, ça fait des trous. Et il se paye un rampage, pique un ennemi, une combat avec cette unité. Vous roulez un D3, vous ajoutez 2 à ce jet si l'unité a chargé ce tour-ci, et vous infligez des blessures mortelles équivalentes au jet. Donc attention, c'est toujours un D3, vous ajoutez 2 au roll. Donc si vous avez chargé, vous ferez 2 ou 3 blessures mortelles, globalement. Parce que si vous faites un 1, 1 plus 2, ça fait 3, donc vous faites 2 blessures mortelles. Et par contre, si jamais vous faites un jet élevé, vous allez pouvoir faire jusqu'à 5 blessures mortelles, parce que si vous roulez un 3 sur votre D3, plus 2, 5,
C'est ce que je comprends en tout cas. Donc intéressant comme Rampage, un monstre qui cogne plutôt fort, qui a heureusement One Spartan Army, donc vous n'aurez pas la possibilité de spam des montagnes, mais au prix, je pense pas qu'on veuille le faire. Les Stone Guard, 2 PV save à 4, 2 attaques 3-3, moins 1-2. Vous avez vu qu'ils peuvent facilement passer en moins 2-2. Une très bonne unité qui n'a pas de mots-clés blessure mortelle ou crit to hit, heureusement. Et on vous dit que dès qu'elle a 2 occurrences de rune de la montagne, elle passe en save à 3. Elle ne prend pas plus un save. Donc si vous êtes en défense en règle, vous êtes en save à 2. Vous aurez normalement très facilement les 2 occurrences de rune de la montagne. Donc très rapidement une unité de PV save à 3, facilement ward à 5 avec tous les debuffs qu'on a vus, qui va pouvoir prendre beaucoup de mouvements, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc une unité qu'on voyait très peu, je trouvais, sur le début de la V4. Et là, je pense qu'on va en voir beaucoup, beaucoup. Alors, 340 Sévirette, 140 le Winmage, Sévirette 10 PVC à 4 bouges 18, c'est une très très bonne unité. Qui tire à 15 pouces, 4 attaques, 2-3, moins 3-3, shooting combat, donc un très bon archer. Ce n'est pas non plus une unité qui va détruire une armée, mais qui va être chirurgicale, venir choisir les bonnes unités au bon moment. Au corps à corps, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle a un passif Call of the Wind qui vous dit que les unités Hurricane entièrement à 12 d'elle sont considérées comme ayant un saut appliqué, et que si jamais vous choisissez Sévirette pour ce saut, il a une rune du vent appliquée à lui. Donc globalement, vous allez pouvoir faire des petits effets un peu qui se coulent avec ça. Qu'est-ce que nous dit son One Spartan Army Any Shooting Phase? Qu'il y a n'importe quelle phase de tir globalement. Si jamais vous faites un shoot ability, donc en tir ou en contre-tir, vous allez pouvoir rouler un D6 et sur cette valeur de D6, ajouter 2 par rapport au nombre de runes du vent que vous avez. Donc lui, il a toujours une rune du vent sur lui. Donc globalement, dès que vous tirez, vous savez qu'il va pouvoir bouger de D6 plus 2. Si vous avez 2 runes du vent, D6 plus 4 et ainsi de suite. Donc il y a un personnage qui va être très très chiant pour les adversaires à aller chercher, parce que même si vous mettez à 3, et ben vous savez que il va pouvoir redéployer de D6, shooter et redéployer de D6 plus 2, donc un personnage qui est quasiment impossible à close au corps à corps. Il va falloir du tir pour aller le chercher. Et si jamais vous arrivez en phase de combat avec ce personnage-là, vous allez pouvoir faire un rampage qui vous dit de choisir une unité ennemie, jusqu'à 3 unités ennemies à 6 pouces, et du coup un nouveau D3 de plus pour faire des blessures mortelles équivalentes au jet et mettre moins un bless. Heureusement qu'on a un D3 de plus, parce que c'est à 6 pouces, ce n'est pas en phase de combat. J'imagine que si ce n'était que en phase de combat, ça aurait été de choisir 3 unités pour leur mettre moins un bless et faire des 3 blessures mortelles. Donc une autre occurrence de 3+, c'est la troisième que nous voyons, qui est heureusement encadrée, parce qu'elle casse les règles. Ce n'est pas un rampage à 3 pouces, mais à 6 pouces. Pour le Hurricane Image, gros mouvement de 12, donc ça peut être très intéressant pour le porteur d'artefacts. Des tirs qui se coulent, il y a quand même un tir en 2-3, moins 2d3, ok, shooting combat. Il vous permet une fois par partie, en phase de mouvement, de choisir 3 unités Huracan entièrement à 12 de lui, et de pouvoir faire une course ability, même s'il était un shoot en charge dans le tour. Donc très très bon pour pouvoir donner course et charge, course et tir. Cependant, c'est qu'une seule fois par partie, donc j'imagine c'est sur une construction de liste très particulière. Je ne sais pas si on le verra tout le temps. Et son sort est très bon, une unité luminette entièrement à 12. Vous le retirez du champ de bataille et vous le placez à 9. Sachant que ce n'est pas précisé une unité qui n'est pas en combat, donc un très bon sort qui sont sur du 7. Si vous avez Teclis, vous allez pouvoir fiabiliser, on va dire, cette capacité. Mitigé sur le profil où il a besoin, si vous voulez l'utiliser à 100%, d'avoir plein d'unités Huracan entièrement à 12 pour donner course et charge, course et tir, mais juste son sort, je pense qu'il peut justifier son compo. Ensuite, 170 les Windchargers, 260 l'esprit du vent, donc un body un peu plus faible avec 8 PV, mais globalement le même constat, 4 attaques, 2-3, moins 2. Il passe en passif dégâts 3 sur les monstres, donc c'est un bon chasseur de monstres. Il a la même capacité, attention, Spirit of the Wind qui porte le même nom que le nommé, donc vous n'allez pas pouvoir le faire pour les deux, qui vous dit quand vous avez fait un shoot ability, vous pouvez bouger de 2 plus D6 par rapport au nombre d'occurrences de runes du vent que vous avez. Et on vous dit qu'en phase de tir, n'importe laquelle phase de tir, si jamais vous avez alloué des dégâts à une unité pendant cette phase de tir avec cette unité, sur 3+, Triclast,
C'est un Rampage qui met Strike Class. Vous avez une deuxième occurrence Strike Class avec la rue de pétrification. C'est le quatrième 3+ du BT. Ce n'est pas déconnant parce que le Strike Class est très fort et ce n'est pas quelque chose qui est synergisant dans votre armée parce que vous avez plein de choses pour le faire. Donc, un bon profil là aussi. Les Wind Chargers, donc là, cette unité, 3 PV, save à 4, bouge de 14. Donc, on va commencer à se poser la question par rapport à l'autre cavalerie, laquelle on va prendre. L'autre combat mieux au corps à corps. Celle-ci a plutôt un profil hybride parce que 3 attaques à 12 pouces, anti-cavalerie, crit auto, 3-4 moins 1-1, donc on est proche des archers. Cependant, au corps à corps, ça tape vraiment mal, hein. Une attaque 4-4 sans reine dégâts 1 et les poneys non plus. Par contre, on vous dit que dès que vous avez 2 runes du vent marquées, donc on sait qu'à côté de Séphirette, vous êtes conseillé comme ayant une rune, vous ajoutez 6 à la portée des armes de tir. Donc renforcé, on va avoir 10 modèles, ça fait 31 attaques qui tirent quand même à 18. Et ben ça fait pas rire, hein, une unité qui tire à 18 avec 14 de move, sachant que normalement les cavaleries montées archers tirent tout à 12, donc là vous allez battre les autres unités archers. Et bah, vous avez vu tous les debuffs et toutes les capacités que l'armée peut se présenter. Vous avez sous condition de T3 le crit tweet sur du 5, donc auto-wound sur du 5. Ça reste une armée, je pense, qui n'a pas non plus une unité, je veux dire, qui n'a pas vocation à être un fer de lance, mais qui peut sur 5 tours être casse-couille as fuck, hein. Voilà, donc nous avons fait l'entièreté du livre d'armée des Lumineth Rimlord. Si je devais noter une note, ça serait très très bien, un 10 sur 10 dans l'écriture. Pourquoi? Parce que le gameplay change complètement de l'index. C'est la première fois que nous avons ça depuis la V3 globalement. Nous sortons de cette occurrence de temps par des runes, ce qui fait que vous avez un gameplay très polyvalent, des War Scrolls qui sont tous pertinents, pas d'unité que je classerais dans la catégorie poubelle. Teclis qui reprend enfin la place qu'il était censé avoir, parce que depuis l'index, il était un peu boudé. Donc un très bon sorcier qui va structurer votre armée. Des héros qui ont tous une règle forte et pas de règle un peu à la con. On garde l'ADN luminette de briser les règles du jeu, donc beaucoup de frustration pour l'adversaire, beaucoup de règles très fortes pour les luminettes. Je pense que l'armée va très bien s'en sortir. Peut-être que les coups en point, comme d'hab chez Games, vont arriver au fur et à mesure et vont briser les règles petit à petit. En tout cas, un très bon BT. J'espère que les autres BT seront dans ce sens-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se voit rapidement pour les Dark Cycle of Stinch. À ciao tout le monde!